Bonjour et bienvenue sur notre chaîne. Avez-vous déjà eu l'impression d'être invisible, perdu dans une famille où vos sacrifices semblent être une évidence pour tous? Aujourd'hui, je veux vous raconter une histoire, celle de Marie, une femme qui a été méprisée, oubliée dans sa propre maison, mais qui a retrouvé sa véritable valeur. Cette histoire nous rappelle que votre valeur ne dépend jamais de l'approbation des autres. Dites-moi dans les commentaires depuis quel coin du monde vous nous écoutez, et quel âge vous avez en regardant cette vidéo. Je me souviens, assise dans le salon de notre mas en Provence, encore vêtue de noir pour les funérailles de mon mari, l'odeur des cyprès et de la lavande flottant dans l'air comme un lourd rappel de la perte. Je n'avais même pas eu le temps d'enlever mes chaussures quand mon fils, Luc, s'est raclé la gorge. Il ne m'a pas regardé avec la douceur que j'attendais, ni même avec la pitié qui se glisse parfois dans les yeux d'un enfant lorsqu'il voit un parent s'effondrer. Non, ses yeux étaient froids, calculateurs. À côté de lui, sa femme, Sophie, croisait les bras, arborant ce même petit sourire suffisant qu'elle avait au cimetière, comme si cette journée n'était pas une question de deuil, mais d'opportunité. « Maman, commença Luc, la voix sèche, nous devons parler de la suite. Tu ne peux pas rester ici toute seule. C'est une trop grande maison, et ce n'est plus sûr pour toi. Nous avons décidé qu'il était temps que tu ailles, en maison de retraite. La maison sera à nous maintenant, juste comme ça. » Aucune pause, aucune tendresse. Les mots s'abattirent comme des pierres sur ma poitrine. Mes doigts se resserrèrent sur le bras du fauteuil, celui où mon mari, Jean, s'était assis pendant des années pour lire le journal du soir. Je fixai mon fils, mon unique fils, et sentis quelque chose se briser au plus profond de moi. La maison où j'avais construit une vie, l'endroit où je l'avais élevé, était soudainement un prix qu'il se sentait en droit de réclamer. Pas un foyer, pas un sanctuaire, mais un bien à transférer comme un meuble. Sophie se pencha en avant, son ton dégoulinant d'une fausse sympathie. « C'est vraiment pour ton bien, Marie. Vois ça comme un nouveau départ. Tu seras entourée, il y aura des activités, les repas seront préparés. Et Luc et moi, eh bien, nous pourrons enfin faire de cette maison la nôtre. » Sa main glissa sur celle de Luc, scellant la trahison d'un geste qui semblait répété. J'aurais pu pleurer à ce moment-là, si je n'avais pas déjà passé la matinée à pleurer devant une tombe. Mais le deuil a cette étrange façon d'aiguiser certaines parties de vous. Au lieu de m'effondrer, je me suis redressé, prenant une inspiration qui me parut plus stable que je ne l'aurais cru. J'esquissai un léger sourire. « Parfait, dis-je, ma voix basse mais claire. Passons d'abord à la banque. Ils détiennent le testament que vous avez falsifié. » Le silence qui suivit fut épais, suffocant. Le visage de Luc perdit ses couleurs. Le sourire de Sophie vacilla. Pour la première fois, ils réalisèrent que je n'étais pas la veuve fragile qu'ils imaginaient. Et vous? Si vous m'écoutez en ce moment, vous vous demandez probablement comment j'en suis arrivé là. Comment une femme de 70 ans s'est retrouvée à affronter son fils et sa belle-fille, après avoir enterré son mari? Eh bien, laissez-moi vous dire que tout a commencé avec le jour le plus humiliant de ma vie. Et tout s'est terminé avec le plus satisfaisant. 2 jours plus tôt, je me tenais devant l'église du village, fixant le cercueil drapé de roses blanches. Mon mari, depuis 45 ans, reposait à l'intérieur, et j'avais l'impression que la moitié de moi avait été enterrée avec lui. Le chœur fredonnait doucement. Le prêtre parlait de repos éternel. Et pourtant, mon esprit dérivait vers des souvenirs. Notre premier appartement sous les toits de Paris avec le papier peint qui se décollait. Les nuits où nous concions nos sous à la table de la cuisine. La façon dont il me serrait la main quand le monde semblait trop lourd. J'aurais dû avoir le droit de faire mon deuil en paix. Mais le deuil, je l'ai appris ce jour-là, est rarement privé quand les vautours rôdent. Depuis ma place au premier rang, j'ai entendu Sophie murmurer à l'une de ses cousines. « Cette maison est bien trop grande pour elle. Luc et moi avons des projets. Ce sera un nouveau départ une fois que les choses se seront calmées. » Son ton était feutré, mais triomphant, comme celui d'une femme discutant d'un prix qu'elle était sur le point de gagner. Je suis resté figé, les mains crispées sur mes genoux. Mon mari n'était même pas encore en terre, et déjà il se partageait le butin. J'ai voulu me retourner et la faire taire, mais j'ai mordu ma langue. Des années à être une épouse et une mère m'avaient appris la patience, mais jamais elle n'avait eu un goût si amer. À la fin de la cérémonie, les personnes présentes se sont rassemblées pour présenter leurs condoléances. Des voisins m'ont serré dans leurs bras. De vieux amis m'ont glissé des mouchoirs dans la paume de la main. Luc se tenait à proximité, le bras autour de Sophie, le visage grave pour la galerie, mais pas une seule fois il ne s'est tourné vers moi. Pas une seule fois il ne m'a demandé si je tenais le coup.
Au cimetière, j'ai jeté une poignée de terre sur le cercueil, murmurant un dernier au revoir. Ma poitrine me faisait mal sous le poids de la solitude. Pourtant, même à ce moment-là, Sophie a réussi à remuer le couteau dans la plaie. Elle s'est penchée près de moi, sa voix douce, comme de la soie. « Ne t'inquiète pas, Marie. Nous allons nous occuper de tout maintenant. Tu n'auras pas à lever le petit doigt. » J'ai forcé un hochement de tête. Mais à l'intérieur, quelque chose a changé. Ces paroles n'étaient pas de la bienveillance. Elles étaient une revendication, un avertissement. Ce soir-là, je suis rentré seul dans la maison vide. Le silence pesait de tout son poids, seulement rompu par le craquement du parquet et le tic-tac de l'horloge sur la cheminée. Je me suis assise dans le fauteuil de mon mari, les larmes coulant enfin librement, et j'ai pensé à la promesse qu'il m'avait faite quelques mois plus tôt. Le testament est en sécurité à la banque, Marie. Ne laisse personne te pousser à quoi que ce soit. À l'époque, j'avais balayé ces paroles d'un revers de main, n'imaginant jamais que j'aurais besoin de cette assurance si tôt. Mais alors que les ombres s'allongeaient dans notre salon, j'ai réalisé que son avertissement n'avait pas été anodin. Il avait été un bouclier que j'allais bientôt devoir lever. Le lendemain des funérailles, je suis entré dans la cuisine, toujours enveloppé dans le même gilet noir que j'avais porté au cimetière. J'avais les yeux irrités d'avoir tant pleuré. Mais le deuil, ai-je appris, ne vous accorde même pas un jour de répit. Luc était déjà là, feuilletant le journal comme si de rien n'était, tandis que Sophie ajoutait de la crème dans son café. « Maman, » dit Luc, sans lever les yeux, « on a discuté. Cette maison, c'est trop pour toi. Papa n'aurait pas voulu que tu tournes en rond ici toute seule. » Sophie intervint doucement, trop doucement. « On s'inquiète pour toi, Marie. Tu as des oublis ces derniers temps. Hier, tu as laissé la lumière du porche allumée toute la journée. Et la semaine dernière, tu as égaré la facture d'électricité. Ces choses arrivent avec l'âge, mais ce sont des signes. » Ces mots frappaient comme de minuscules fléchettes, pas assez pour blesser, mais assez pour piquer. Je n'avais pas oublié la facture. Je l'avais posée sur le comptoir où elle-même l'avait déplacée. Et quant à la lumière du porche, le chagrin m'avait tenu éveillé cette nuit-là. Je l'avais laissée allumée délibérément pour me réconforter, mais sa façon de parler m'a fait douter de moi-même. Luc plia soigneusement le journal, son ton ferme. « Sophie et moi voulons juste ce qu'il y a de mieux pour toi. Un endroit plus petit, ou peu, être une résidence pour personnes âgées. Un endroit sûr. Je fixais mon fils, le garçon que j'avais porté à travers les coliques, les batailles de devoirs et les peines de cœur. Le même garçon qui avait dit un jour qu'il ne me laisserait jamais seul en ce monde. Pourtant, le voilà qui récitait les répliques de sa femme comme si elles avaient été répétées. Je posai mes paumes sur la table fraîche de la cuisine, calmant ma respiration. Je ne suis pas sans défense, Luc. Je me suis très bien débrouillée toute seule. Sophie pencha la tête, cette fausse inquiétude gravée sur son visage. Nous ne disons pas que tu es sans défense, nous disons qu'il est temps d'être réaliste. Papa est parti, et cette maison est trop grande pour une femme de ton âge. Son choix de mots résonnait. Réaliste, ton âge. Des termes qui sonnaient comme de l'inquiétude mais portaient le poids du mépris. Je pouvais presque entendre le sous-entendu. Tu ne comptes plus. Tu es sur notre chemin. Je n'ai rien dit. Le silence peut être un bouclier autant qu'une épée. Au lieu de cela, je les ai laissés penser que j'étais docile, lasse, trop consumé par la perte pour discuter. Mais à l'intérieur, je cataloguais chaque mot, chaque insinuation, chaque tentative de me peindre comme fragile. Parce que j'avais été marié à un homme qui croyait aux archives et aux reçus, et si Sophie pensait qu'elle pouvait réécrire ma vie avec des mensonges chuchotés, elle n'avait pas compté sur la femme qui avait passé 45 ans à maintenir cette famille unie. 2 jours après les funérailles, je suis entré dans la salle à manger pour trouver Luc et Sophie assis à table avec un homme que je ne reconnaissais pas. Il portait un costume qui semblait trop cher pour une simple affaire, et il avait une mallette ouverte devant lui. Des papiers étaient empilés en piles soignées, un stylo posé dessus comme si tout était déjà décidé. Sophie me sourit radieusement, ce sourire mielleux plaqué sur son visage. « Marie, voici Maître Keane. Il est ici pour nous aider avec quelques papiers. Juste quelques formalités pour s'assurer que tout est en ordre. » J'ai hésité sur le seuil, ma main toujours sur le cadre de la porte. La façon dont l'homme évitait mon regard me disait que ce n'était pas une formalité. C'était une embuscade. Luc fit un geste impatient. « Viens t'asseoir, maman. C'est simple. Papa a modifié le testament avant de mourir. La maison est officiellement à nous maintenant. Tout ce dont nous avons besoin, c'est de ta signature ici, confirmant que tu vas emménager à la résidence Le Bel Âge. »
Les mots brûlaient comme de l'acide. Le bel âge, demandai-je, forçant le calme dans ma voix. Sophie hocha la tête comme si elle m'offrait un cadeau. C'est un endroit magnifique, vraiment. Des activités sociales, des soins à plein temps, une bibliothèque. Tu te feras des amis, tu auras de la compagnie de ton âge. On a déjà versé un acompte. Son ton était étudié, paternaliste. Je jetai un coup d'œil aux papiers étalés devant moi. La première page portait le nom de mon mari, sa signature griffonnée en bas. Mais quelque chose n'allait pas. L'écriture était raide, inégale, rien à voir avec la main ferme que j'avais connue pendant près d'un demi-siècle. Je m'assis, croisant les mains sur mes genoux. Et qu'est-ce que cela signifie pour moi exactement? Maître Keane s'éclaircit la gorge, sa voix vive. Madame, le testament de votre défunt mari lègue la maison entièrement à votre fils, Luc. En échange, vos frais de subsistance à la résidence Le Bel Âge seront couverts pour la première année. 1 an, répétai-je. Luc s'agita, mal à l'aise. C'est généreux, maman. Tu seras prise en charge. Le sourire de Sophie se crispa. Vois ça comme une sécurité. Nous nous occuperons des fardeaux de la maison maintenant. Je fixai le document, puis leur visage avide. Mon fils évitait mon regard, laissant Sophie mener la danse. Le corps de mon mari était à peine froid dans la terre, et voilà qu'il me chassait de la vie que j'avais construite brique par brique. J'ai forcé un hochement de tête, masquant la tempête en moi. Il me faudra du temps, dis-je. Quelque chose d'aussi important ne doit pas être précipité. Le sourire de Sophie vacilla une seconde avant qu'elle ne se reprenne. Bien sûr, mais le plus tôt sera le mieux. Je me suis levé de table, chaque pas délibéré. Laissez-les penser que je pliais. Ce qu'ils ne réalisaient pas, c'est que pendant qu'ils complotaient mon expulsion, je planifiais déjà la leur. Cette nuit-là, je me suis assis seul dans le salon, fixant les papiers qu'ils avaient posés devant moi. Le nom de mon mari me regardait depuis la page, audacieux comme une signature devrait l'être, mais l'écriture était complètement fausse. Il avait été méticuleux, constant. Un homme qui était encore fier d'équilibrer un chéquier à la main. Le paraphe sur ce document semblait précipité, néglige. Mes doigts tracèrent les rainures du fauteuil où il avait l'habitude de s'asseoir. Le poids de son absence pesait sur moi comme une pierre. Mais sous le chagrin, quelque chose de plus vif s'agitait. La suspicion. Mon mari avait toujours été transparent sur les finances. Nous avions parlé quelques mois auparavant de la mise à jour et de la sécurisation du testament à la banque. Il m'avait dit presque nonchalamment « Marie, si jamais il arrive quelque chose, ne laisse personne te presser. Les originaux sont dans le coffre-fort. » Ces mots résonnaient maintenant comme une cloche dans ma mémoire. Il ne les avait pas dits par hasard. Il avait su, à sa manière prudente, que la prévoyance était une protection. À l'étage, des voix étouffées s'échappaient de la chambre de Luc et Sophie. J'ai saisi des bribes de conversation en descendant le couloir. « Elle va céder. Donne-lui du temps. Le testament est solide. » Le rire de Sophie flotta jusqu'à moi, aigu et victorieux. Ma poitrine se serra. Mais j'ai continué à marcher, silencieuse comme la maison elle-même. Dans le calme de ma chambre, j'ai ouvert le tiroir de ma table de nuit et j'en ai sorti un petit carnet en cuir. Des années d'habitude m'avaient appris à noter des détails que d'autres négligeaient. Les dates des visites chez le médecin, les transactions bancaires, même le jour où Sophie avait accidentellement égaré ma facture d'électricité. J'ai feuilleté les pages, voyant un schéma se dessiner. Un par un, de petits moments où Sophie avait semé le doute sur ma mémoire. Des corrections subtiles, de minuscules graines d'incompétence plantées au fil des mois. Oublieuse, fragile, vulnérable, c'étaient les rôles qu'elle avait répétés pour moi. J'ai refermé le carnet, ma main maintenant ferme. Elle pensait que le chagrin me rendrait malléable, que je m'effondrerais sous le poids de la solitude. Ce qu'elle ne comprenait pas, c'est que le chagrin ne fait pas que vous vider. Il vous aiguise aussi. L'avertissement de mon mari, mes propres notes et mon instinct pointaient tous dans la même direction. Quelque chose était pourri, et cela avait été soigneusement orchestré. J'ai chuchoté dans le silence de la pièce, comme s'il pouvait encore m'entendre. « Ne t'inquiète pas, mon amour. Ils ne prendront pas ce que nous avons construit. Pas comme ça. » Le lendemain matin, je savais où je devais aller. Pas à la résidence Le Bel Âge, pas chez leur notaire. À la banque. Vers la vérité. Le lendemain matin, je me suis habillé avec un soin délibéré. Une robe bleu marine, ma broche en perles, et le manteau dont mon mari disait toujours qu'il me donnait l'air d'une femme d'affaires. Je n'allais ni à la résidence, ni chez le notaire de Sophie. J'allais à la banque. Le directeur de l'agence, M. Dubois, connaissait mon mari et moi depuis des années.
Ses sourcils se froncèrent alors que je lui tendais la clé de notre coffre-fort. « Bien sûr, madame, » dit-il doucement, bien que j'ai surpris une lueur de curiosité dans ses yeux. Ce n'était pas tous les jours qu'une veuve éplorée se présentait le lendemain des funérailles. Il me conduisit dans la petite pièce privée et posa le coffre sur la table. Mes mains tremblaient en l'ouvrant, mais pas de faiblesse, d'anticipation. À l'intérieur se trouvait la pile bien rangée d'enveloppes que mon mari avait insisté pour garder ici. Des papiers d'assurance, des bons d'épargne, et tout en bas, le testament. Le vrai testament. Je le sortis avec précaution, dépliant les pages impeccables. L'écriture était ferme, les signatures claires. C'était la main de mon mari, sans aucun doute, et le contenu, comme il me l'avait dit de nombreuses fois, était simple. La maison restait à nos deux noms, avec des instructions pour qu'elle me soit entièrement transférée à sa mort. Ce n'est qu'après mon propre décès que Luc hériterait, à condition que je n'aie pas de dette sur la succession. Je fermai les yeux un instant, un flot de soulagement m'envahissant. Mon mari m'avait protégé, même au-delà de la tombe. « Tout est en ordre ?» demanda M. Dubois. « Plus qu'en ordre ?» dis-je en remettant les papiers dans leur dossier. « Mais j'aimerais en faire des copies certifiées, si possible. » Il hocha la tête, s'excusa et revint avec un notaire de la banque. En 20 minutes, j'avais des duplicatas officiels soigneusement rangés dans mon sac à main. Avant de partir, j'ai demandé presque nonchalamment. Monsieur Dubois, si quelqu'un présentait une autre version de ce testament, signé différemment, qu'est-ce que cela signifierait légalement? Son expression devint grave. Ce serait un faux, madame. Un crime très grave. Je souris faiblement, bien qu'à l'intérieur la colère bouillonnait. C'est bien ce que je pensais. En sortant dans l'air frais du matin, le poids du doute que j'avais porté depuis les funérailles se transforma en toute autre chose. La certitude. Luc et Sophie pensaient pouvoir me manipuler pour que je renonce à tout ce que j'avais construit. Ils ne réalisaient pas que je détenais maintenant la vérité et la loi entre mes mains. Et bientôt ils apprendraient ce que cela faisait de sous-estimer la mauvaise femme. Le lendemain matin, j'ai décidé de jouer le jeu. Je me suis levé tôt et j'ai préparé le petit déjeuner. Des croissants chauds, de la confiture maison, du café frais, le genre de repas que je n'avais pas fait depuis des semaines. Le chagrin m'avait coupé l'appétit. Mais aujourd'hui, j'avais un but. Si Sophie et Luc me prenaient pour une veuve fragile, je les laisserais me sous-estimer encore un peu plus longtemps. Sophie est entrée la première dans la cuisine, son peignoir de soie étroitement ceinturé autour de sa taille. Elle s'arrêta, surprise. « Eh bien, c'est inhabituel, » dit-elle en se glissant sur une chaise. « Quelle est l'occasion ?»« Juste une envie de cuisiner, » répondis-je en posant l'assiette devant elle. « Nous faisions souvent cela, tu te souviens, Luc ?» Mon fils apparut quelques instants plus tard, les cheveux encore humides de sa douche. Il marmonna un salut, s'assit et attrapa le pot de confiture. Le silence s'étira, rompu seulement par le tintement des couverts sur les assiettes. Je sirotais mon café, les étudiants tous les deux. Finalement, j'ai demandé aussi nonchalamment que possible. « Dites-moi encore, quand votre père est-il censé avoir changé son testament ?» Luc se figea au milieu d'une bouchée. Les yeux de Sophie se tournèrent vers lui avant qu'elle ne parle. Plus tôt cette année, bien sûr. Il voulait s'assurer que tout soit réglé rapidement. « Étrange, dis-je doucement, beurrant ma tartine. Parce qu'il m'a dit il y a à peine 3 mois que le testament était en sécurité à la banque. Il a toujours été si méticuleux avec ces choses-là. » Le sourire de Sophie se crispa, sa fourchette heurtant son assiette un peu trop fort. « Eh bien, les gens changent d'avis. Peut être qu'ils ne voulaient pas t'inquiéter. Peut être. » Je me suis adossé, croisant les mains. « Et quand exactement a-t-il discuté de la maison de retraite Le Bel Âge, avec vous deux, parce qu'il ne m'en a jamais parlé ?» Luc s'agita, mal à l'aise. « Maman, tu sais, papa s'inquiétait pour toi. Il voulait juste s'assurer que l'on s'occuperait de toi. » Je penchai la tête, l'étudiant. « C'est drôle alors, qu'il n'ait même jamais visité l'endroit avec moi. Tu ne trouves pas ça étrange, Luc ?» Ses yeux se baissèrent sur son assiette. Sophie intervint, son ton plus vif maintenant. « Tu déformes les choses, Marie. L'important est qu'il a pris des dispositions. C'est tout. » Je souris faiblement en sirotant mon café. Peut être que quelqu'un d'autre a pris des dispositions qui ne lui appartiennent pas. Sophie se raidit, sa fourchette en suspens. Luc se frotta la tempe. Pour la première fois, des fissures apparurent dans leur confiance bien huilée. Ils étaient si sûrs que je céderais sous la pression. Ils n'avaient pas réalisé que je les testais, et ils venaient d'échouer. Le 3e jour, la politesse avait disparu. Sophie n'essayait plus d'adoucir ses paroles avec du miel.
et la patience de Luc était à bout. Ils m'ont acculé dans le salon après le dîner, papier en main, une fois de plus, leur visage tendu de détermination. « Maman, » dit Luc, la voix plus forte que d'habitude. « Ça suffit. Cette maison est trop grande pour toi. Papa voulait que nous l'ayons. Et tu rends les choses plus difficiles qu'elles ne devraient l'être. Signe juste les papiers. » Sophie se tenait à ses côtés, les bras croisés, le menton levé en signe de triomphe. « Ce n'est pas compliqué, Marie. Plus tôt tu accepteras la réalité. Plus tôt nous pourrons aller de l'avant. La résidence, le bel âge, a une chambre prête pour toi. Tu seras en sécurité, soigné, entouré de gens de ton âge. N'est-ce pas mieux que de tourner en rond ici, à attendre qu'il se passe quelque chose ?» Ces paroles me tailladaient. Chacune était destinée à ébranler ma confiance. Mais je les ai seulement regardées. Vraiment regardées. Mon fils, le visage rouge et agité, ses yeux fuyant partout sauf les miens. Ma belle-fille, suffisante et inflexible, certaine que son plan avait déjà réussi. Je posai délicatement ma tasse de thé, la porcelaine tintant contre la soucoupe. Ma voix était calme, posée, un contraste frappant avec leur colère montante. « Et si je ne signe pas ?» La mâchoire de Luc se serra. « Alors nous irons au tribunal. Nous prouverons que tu ne peux pas gérer les choses toute seule. On a parlé à des gens, maman. Tu as eu des oublis. Tu as été confuse. » Sophie se pencha en avant, ses yeux brillants. « Veux-tu vraiment faire traîner les choses, Marie? Tout le monde sait ce qui est le mieux pour toi. Pourquoi ne pas simplement faire ce qu'il faut ?» J'ai laissé le silence s'étirer, les regardant s'y tortiller. Puis lentement j'ai souri. Pas le sourire d'une veuve abattue, mais le genre de sourire que mon mari appelait autrefois mon sourire d'avertissement. « Très bien, » dis-je doucement, « allons-y tout de suite. Mais pas à la résidence Le Bel Âge. » Sophie cligna des yeux, décontenancée. « De quoi tu parles ?»« À la banque, » répondis-je. « Ils détiennent le testament que vous avez falsifié. Je pense que ce sera très instructif d'entendre ce qu'ils ont à dire. » La couleur quitta le visage de Luc, son assurance vacillant. Les lèvres de Sophie s'entr'ouvrirent, mais aucun mot ne sortit. Le silence qui suivit fut plus accablant que n'importe quel aveu. Pour la première fois depuis le début de ce cauchemar, ce n'était pas moi qui étais jugé. C'était eux. Le lendemain matin, j'ai insisté pour que nous allions à la banque ensemble. Sophie a d'abord protesté, prétextant d'autres courses, et que l'affaire pouvait attendre. Mais je n'ai pas cédé. Luc, pris entre son regard furieux et ma résolution tranquille, a finalement attrapé les clés de la voiture en marmonnant « Très bien, finissons-en. » À la banque, M. Dubois, le directeur, nous a accueillis dans une salle privée. Il semblait perplexe de me voir flanqué de mon fils et de ma belle-fille, les papiers serrés dans la main de Sophie, comme une épée qu'elle était prête à brandir. « Madame, » dit-il doucement, « comment puis-je vous aider aujourd'hui ?» J'ai ouvert mon sac à main et j'ai posé les copies certifiées qu'il m'avait préparées la veille. J'aimerais que vous confirmiez pour mon fils et sa femme lequel de ces documents est le testament valide. Le sourire de Sophie vacilla. « Nous avons déjà le testament, » dit-elle rapidement, poussant leur version falsifiée sur la table. « C'est celui que son mari a signé. » Monsieur Dubois ajusta ses lunettes, le scrutant attentivement. Ses sourcils se froncèrent. « Cette signature est incohérente, et la mise en forme ne correspond pas à nos documents standards. Où avez-vous obtenu cela ?» Les joues de Sophie rougirent. « C'est un avocat qui nous l'a donné. Papa voulait que nous nous occupions des choses. Mais Dubois la coupa, son ton maintenant sec. Le mari de madame a sécurisé son testament original ici. Je l'ai notarié moi-même. Ce document que vous avez apporté est non seulement invalide, il est frauduleux. » Luc pâlit, s'agitant mal à l'aise sur sa chaise. « Attendez, frauduleux ?» ?»« Oui, » répondit fermement Dubois. « Le faux et usage de faux est un délit grave. Si cela a été présenté comme authentique, les conséquences pourraient être sévères. » Sophie bafouilla, essayant de retrouver son sang-froid. « Vous ne comprenez pas. Elle est confuse. Elle ne sait pas ce qu'elle dit. » Je me suis penché en avant, ma voix comme de l'acier. « Confuse ? Monsieur Dubois, auriez-vous l'amabilité de lire la clause que mon mari a incluse concernant la maison ?» Il hocha la tête, parcourant les pages. « Oui, la voici. La propriété reste en pleine propriété à madame. À son décès, elle lui est entièrement transférée, sans exception. » Le silence tomba, lourd et accablant. Les épaules de Luc s'affaissèrent, le combat s'écoulant de lui. Sophie, cependant, serra le faux testament si fort que ses jointures blanchirent. Je me suis rassise, calme enfin. « Alors, vous voyez, monsieur Dubois, ce n'est pas moi qui étais confuse.
Ce sont eux qui pensaient pouvoir être plus malins que moi et que la loi. Sophie parla enfin, sa voix tremblant de fureur. Tu le regretteras, Marie. Mais pour la première fois, j'ai vu la peur dans ses yeux, la peur de quelqu'un qui réalisait que le jeu lui échappait. Quand nous avons quitté la banque, l'assurance de Sophie s'était fissurée pour laisser place au silence. Elle était assise, rigide, sur la banquette arrière, serrant ce faux testament comme un bouclier déjà brisé. Luc conduisait, la mâchoire serrée, les yeux fixés sur la route, évitant nos deux regards. Je me tenais calmement sur le siège passager, les vrais documents en sécurité dans mon sac, le poids de la vérité me stabilisant. Cet après-midi-là, j'ai appelé mon avocat, Maître Bernard. Il était un ami de la famille depuis des années, quelqu'un en qui mon mari avait une confiance aveugle. Je lui ai tout expliqué, les funérailles, l'embuscade à table, les faux papiers. Il y eut une longue pause au bout du fil, puis sa voix, ferme et nette. « Marie, c'est de l'abus de faiblesse sur personne âgée, en plus du faux et usage de faux. Nous agirons immédiatement. » Le soir même, un gendarme se tenait à ma porte, accompagné de Maître Bernard. Luc a ouvert la porte, son visage se décomposant lorsque l'officier s'est présenté. « Nous avons reçu des signalements de tentatives d'exploitation financière et de falsification, » dit le gendarme, son ton purement professionnel. « Nous aurons besoin de voir les documents en question. » Sophie a déboulé dans le couloir, sa voix aiguë et stridente. C'est ridicule. Elle est confuse. Elle ne sait pas ce qu'elle dit. « Luc, dis-leur. » Mais Luc ne dit rien. Il fixait le sol, son silence plus éloquent que n'importe quelle défense. Maître Bernard posa le faux testament sur la table à côté de l'original. « Comme vous pouvez le voir, dit-il au gendarme, ces signatures ne correspondent pas. Madame avait fait notarier et sécuriser le testament de son mari à la banque. Cet autre document lui a été présenté sous pression dans l'intention de lui faire signer l'abandon de sa propriété. » Le gendarme feuilleta les pages, puis regarda Sophie droit dans les yeux. « Madame, comprenez-vous la gravité de la présentation de documents juridiques falsifiés ? » Pour une fois, elle n'eut aucune réplique intelligente. Ses lèvres se pressèrent en une fine ligne, ses mains tremblant. Je suis restée assise tranquillement dans mon fauteuil, observant la scène se dérouler non pas avec triomphe, mais avec une étrange sorte de chagrin. C'était ma famille qui se décomposait sous mes yeux, mon fils se recroquevillant de honte, ma belle-fille révélée comme la prédatrice que j'avais longtemps soupçonnée. Le gendarme rassembla les faux papiers dans une pochette de preuves. Ceci sera transmis au bureau du procureur. D'autres mesures seront prises. Sophie craqua enfin, me montrant du doigt avec des mains tremblantes. Tout ça, c'est de sa faute. Ce n'est qu'une vieille femme amère qui ne peut pas lâcher prise. Mais ces mots sonnaient creux maintenant. La loi avait parlé, et les murs de leur stratagème s'effondraient. Cette nuit-là, après le départ du gendarme et la montée furieuse de Sophie à l'étage, Luc s'attarda dans le couloir. Il semblait plus petit, les épaules voûtées, les yeux assombris par un mélange de honte et de désespoir. Pour la première fois depuis des jours, il ne se comportait pas comme un homme se tenant derrière le bouclier de sa femme. Il ressemblait de nouveau à mon garçon, perdu, en conflit, effrayé. « Maman, » dit-il doucement en entrant dans le salon. « On peut parler ?» J'ai plié la couverture sur mes genoux, hochant la tête vers le fauteuil en face de moi. Il s'est assis lourdement, enfouissant son visage dans ses mains avant de le relever, la voix brisée. Je ne sais pas comment on en est arrivé là. Sophie, elle a tout manigancé. Elle disait que c'était pour le mieux. Elle disait que papa voulait qu'on aille de l'avant. Je ne savais pas qu'elle falsifiait quoi que ce soit. Je l'ai étudié. Mon cœur se tordait. Il était toujours mon fils, toujours le garçon que j'avais élevé, mais aussi l'homme qui était resté silencieux pendant que sa femme essayait de tout me prendre. « Luc, dis-je doucement, que tu aies signé les papiers toi-même ou que tu sois resté là à la laisser faire, tu en faisais partie. » Il grimaça. « Je sais, mon Dieu, je sais, Je pensais peu, être qu'elle avait raison, que tu serais plus en sécurité dans une résidence, que nous pourrions mieux gérer les choses. Je me suis dit que c'était de l'amour, que je te protégeais. Mais peu, être que c'était juste plus facile de la laisser prendre le contrôle. » Ces mots tombèrent lourdement dans la pièce. J'ai pensé aux nuits où j'étais resté éveillé avec lui quand il était enfant, au sacrifice que j'avais fait pour payer ses études, à la fierté que j'avais ressentie en le voyant obtenir son diplôme. Et maintenant le voilà, avouant que lorsque cela comptait le plus, il avait choisi le confort plutôt que le courage. Des larmes emplirent ses yeux. « Je t'ai trahi, maman.
Je l'ai laissé te dépeindre comme faible, et je ne l'ai pas arrêté. Je ne sais pas si tu me pardonneras un jour. Je laissai le silence s'installer, ma poitrine douloureuse. Le pardon, dis-je enfin, n'efface pas le mal qui a été fait. Mais il nous donne à tous les deux une chance de choisir différemment la prochaine fois. La question est de savoir si tu seras le genre d'homme que ton père t'a élevé pour être, ou si tu continueras à te cacher derrière des excuses. Il déglutit difficilement, sa voix tremblante. « Je veux être meilleur. Je vais arranger ça. » J'ai cherché la vérité sur son visage. Pour une fois, je l'y ai vu, brisé, mais réel. Les semaines qui suivirent furent un tourbillon d'avocats, de paperasses et de commérages chuchotés parmi les voisins qui avaient autrefois admiré les sourires polis de Luc et Sophie. Sophie a bien sûr essayé de se battre, prétextant des malentendus, racontant des mensonges sur mon instabilité, mais le faux testament entre les mains du gendarme parlait plus fort que n'importe quelle excuse qu'elle pouvait fabriquer. Au moment où le bureau du procureur a fini d'examiner les preuves, le nom de Sophie était estampillé sur des accusations formelles. Faux et usage de faux, et tentative d'abus de faiblesse. Luc est resté, oscillant entre la honte et la culpabilité, essayant de réparer ce que Sophie avait déchiré. Il s'est excusé encore et encore, parfois avec des mots hésitants, parfois par de petits gestes, réparant la clôture cassée que son père avait toujours eu l'intention de réparer, ou mettant tranquillement la table pour deux quand j'étais trop fatigué pour cuisiner. Il apprenait lentement que l'amour n'était pas une question de contrôle ou de silence. Il s'agissait de se lever, même si cela signifiait être seul. Un après-midi, je me tenais dans le jardin que mon mari et moi avions planté des décennies plus tôt, le soleil descendant bas sur la cour. La maison se dressait derrière moi, pas seulement du bois et des briques, mais de la mémoire. Chaque pièce racontait une histoire, le couloir tapissé des photos de classe de Luc, la cuisine où j'avais chuchoté mes soupçons dans la nuit, le salon où j'avais affronté la trahison. Ils avaient essayé de m'arracher cet endroit, mais ils avaient échoué. Un voisin m'a interpellé par-dessus la clôture. « Marie, nous sommes tous fiers de vous. » Tout le monde n'a pas la force de se défendre. J'ai souri, touché, mais la vérité était plus simple. Je ne m'étais pas battu par fierté. Je m'étais battu pour ma survie, pour ma dignité, pour le droit de vivre mes dernières années selon mes propres termes. L'absence de Sophie rendait la maison plus silencieuse, oui, mais aussi plus libre. Luc a commencé à venir le soir, parfois avec des courses, parfois juste pour s'asseoir en silence avec moi. Il y avait encore des fractures entre nous, des cicatrices des choix qu'il avait faits, mais il y avait aussi la faible esquisse de quelque chose qui valait la peine d'être reconstruit. Ce soir-là, assise dans le fauteuil de mon mari, le testament en sécurité dans le tiroir de mon bureau, j'ai chuchoté à la pièce vide. « Nous l'avons fait, mon amour. Ils ne nous prendront pas ça, car, en fin de compte, la maison n'a jamais été qu'une question de propriété. Il s'agissait d'un héritage, d'une vie d'amour, de sacrifice et de résilience, qui ne pouvait être effacée par une signature falsifiée. Et si quelqu'un en doutait, eh bien, la preuve était juste là. Une femme de 70 ans qui a refusé d'être effacée.